Parce qu'on vient juste de démarrer, comme je vous ai dit, et puis c'était la période estivale. Donc là, on a fait 47 IRM, avec une répartition 34 neuro, 8 onco, 5 cardio, et puis 162 TEP IRM, avec quasiment une centaine d'onco, une cinquantaine de neuro, et puis 15 cardio. Alors, donc on a bien respecté les 3 work packages. Effectivement, ce sont les patients les plus fréquents, font partie de ces work packages, mais on a identifié un grand nombre d'autres indications potentielles que l'on pourra développer grâce, vous l'avez vu, à la multiplicité des plages et à la possibilité d'avoir des activités extrêmement variées, cardio, neuro et onco. Donc juste quelques images. On n'a pas de série là pour l'instant à vous présenter, c'est juste quelques cas cliniques. Donc ici un patient qui a été adressé pour un lymphome agressif, non GC, biopsie ostéomédulaire normale. Donc on retrouve ici une masse, vous voyez, susclaviculaire gauche, c'est celle qui présente la fixation la plus élevée, bien visible aussi en restriction de diffusion. Alors au niveau de la rate, vous voyez qu'il y a une atteinte multifocale. Et sur l'IRM, donc on a ces hyposignaux qui sont liés à la présence de dépôts de fer. Alors on n'a pas utilisé de produit de contraste d'oxyde de fer que nous a présenté M. El Fakri, mais ce sont des accumulations de fer qu'on a remarquées chez certains patients, qui sont bien mis en évidence sur les séquences en écho de gradient T2 étoiles, sous forme de zones vides de signal. Et on vient juste de publier d'ailleurs cette étude, donc c'était des patients justement inclus dans l'étude Adamantius dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc sur les 60 premiers patients, eh bien, quasiment un tiers des patients présentaient ces dépôts de fer de découverte fortuite, qui sont en fait corrélés avec le stade avancé de la maladie et avec les syndromes, enfin les paramètres biologiques de l'inflammation. Donc pour l'instant, on n'a pas encore de valeur pronostique pour ces dépôts de fer, mais en tout cas, ils sont corrélés avec la présence d'une maladie un peu plus évoluée et plus inflammatoire. Alors au niveau osseux, je rappelle que la biopsie ostéomédulaire était négative, mais bon, ça c'est pas rare d'avoir des biopsies négatives lorsqu'on a des atteintes comme ça multifocales osseuses. Donc on retrouve très très bien sur les séquences pondérées diffusion. Et puis vous voyez ici cette atteinte hépatique, un tout petit nodule infracentimétrique qui est très bien visualisé sur la séquence de diffusion. Alors ça, bien entendu, sur la TDM, sur la TEP TDM, on ne l'aurait jamais vu. Et puis on a dit qu'on pouvait être pris en défaut au niveau pulmonaire, mais finalement, ici sur la séquence, je crois que c'est la séquence de graisse du Dixon, on voit très nettement un tout petit nodule ici infracentimétrique au contact d'un vaisseau qui correspond donc à cette lésion. Donc même des lésions de toute petite taille sont bien visualisées donc, en TEP-IRM. Alors après 2 cures de chimiothérapie, vous voyez que la réponse est complète. Ce patient a été traité avec une chimio intensive de type R-CHOP 14. Donc la masse commence à fondre. Vous voyez que maintenant il n'y a plus de restriction de la diffusion, plus de fixation, donc on est sur un score de Deauville à 2, donc réponse métabolique complète. Et puis après 4 cures de chimiothérapie, vous voyez la réponse se poursuit. Donc ce patient est sur la bonne pente. Alors ça c'est juste parce qu'en fait on a eu un désistement un jour d'un patient TEP-IRM qui au moment de rentrer dans la machine était très claustrophobe. Donc du coup on avait un créneau d'1 heure inoccupé. Donc le patient qui venait de terminer ici sa TEP-TDM, eh ben, on lui a proposé de tout de suite passer immédiatement après sur la TEP-IRM. Donc on a chez le même patient ici la TEP-TDM et la TEP-IRM. Alors bien entendu, c'est pas du tout notre objectif de faire la comparaison, de montrer la supériorité de l'un par rapport à l'autre. Là, c'était l'occasion qui a fait qu'on a pu comparer comme ça chez un même patient les 2 images. Donc on voit que c'est ce qui a été dit en ORL. Là, les artefacts métalliques rendent l'interprétation du scanner, bien entendu, totalement impossible pour ce ganglion. Qui par contre est très très bien visualisé ici sur la séquence de diffusion. Et puis
puis ce ganglion rétropéritonéal était à peine visible sur la TEP TDM par manque de résolution, et puis parce que la TEP TDM est très ancienne, hein, elle est de 2005, donc on compare des générations de TEP très différentes. Là, bien entendu, il est très bien visible. Pourtant, bon, il y a aussi l'effet, on a attendu un petit peu plus longtemps, hein, 30 minutes de plus. Donc une meilleure sensibilité, mais sans que les SUV ne soient complètement aberrants, puisque vous voyez au niveau du foie, le SUV était à 2,7 sur la TEP TDM, il est à 2,7 sur la TEP IRM. Le SUV au niveau de la rate, là c'est un envahissement, bien entendu, puisqu'il s'agissait d'un lymphome de la zone marginale, donc c'est un envahissement splénique diffus. On a un SUV max à 4,9, ici 5,0, donc on est vraiment très proche entre les deux machines en termes de SUV sur des gros organes et lorsqu'il n'y a pas d'effet de volume partiel. Alors une patiente adressée pour une neurofibromatose, donc là d'emblée on ne s'est pas posé la question, hein, notre collègue dermatologue l'a envoyé en TEP IRM, il lui a pas fait faire une IRM d'un côté, une TEP de l'autre. Donc c'est une patiente jeune, vous voyez, 18 ans, qui présente un phénotype à risque, qui est donc suivi tous les 6 mois en imagerie, et qui était asymptomatique, donc aucun signe, aucun point d'appel. Alors sur les séquences de diffusion, on voit très bien les neurofibromes sous-cutanés, sous forme d'hypersignaux focaux, ici dans les muscles, sur la paroi thoracique. Tout ça c'est des neurofibromes, ici dans le psoas, ici en arrière du rein. Ici il y a une grosse masse sacrée, des neurofibromes, ici dans la fesse, ici en inguinale. Voilà, de très nombreux neurofibromes sous-cutanés et profonds. Et sur la TEP, sur la partie TEP, on identifie ici un qui se détache, bien entendu, du reste, avec un SUV élevé, vous voyez, 6, donc fortement suspect de transformation. Alors que ce neurofibrome ici, qui était très bien visible sur les séquences de diffusion, ne fixe pas ou très peu. Vous voyez, un SUV à 1,6, et puis la grosse masse sacrée que je vous ai montré tout à l'heure est même hypofixante, donc absolument pas suspecte de transformation. Donc un examen complet avec un inventaire de tous les neurofibromes et le repérage assez facile de celui qui est transformé. Là c'est une autre patiente, 46 ans, qui elle par contre présentait une symptomatologie sous forme d'une lombocrualgie. Donc on découvre une masse ici latéro-aortique gauche. Et là, je vous montre cette image juste pour montrer la concordance parfaite entre... alors vous voyez, la masse, elle est arrondie, il y a une zone de nécrose au milieu, il y a une zone un peu plus charnue ici sur la partie interne, c'est celle qui fixe justement le FDG et c'est celle qui est restreinte en diffusion. Donc là, on a une bonne correspondance entre les différentes informations et bien entendu, on poussera l'analyse beaucoup plus loin en étudiant à la fois la perfusion, la diffusion, le SUV et essayer de faire ce phénotypage multiparamétrique dont on vous a parlé tout à l'heure. Voilà, donc sur l'IRM post-Gado, on retrouve parfaitement aussi cette masse qui est très bien visualisée. Alors là, c'est pas en acquisition simultanée, vous voyez, il y a un décalage ici. Toutes les acquisitions sont faites en gating, bien entendu, automatique, puisqu'on a un système de pistage du diaphragme, donc qui corrige, donc ça rallonge un petit peu la durée du pas, mais toutes les séquences qui sont faites en acquisition simultanée avec la TEP sont faites en gating automatique. Et là, par contre, le VIBE post-Gado a été fait à l'issue du corps entier, donc comme une acquisition supplémentaire, donc non guettée. C'est pour ça qu'il y a ce petit décalage. Je peux peut-être laisser Alain vous présenter le dernier cas. Le dernier cas, oui, il y a un dernier cas qui est d'oncologie digestive, donc un patient de 65 ans suivi pour adénocarcinome vésiculaire, mais opéré il y a très longtemps, en 2008. Et dans le scanner de suivi avait été mis en évidence un ganglion qui était à peu près centimétrique, interduodénopancréatique. Et lorsqu'on a discuté en RCP de quelle était la meilleure stratégie, on s'est dit qu'on était probablement devant quelque chose qui avait un potentiel métastatique, sans qu'on sache si c'était une lésion primitive, éventuellement pancréatique, qui aurait pu donner un ganglion dans le cadre d'un autre cancer ou bien dans le cadre d'une récidive de l'adénocarcinome vésiculaire. Donc on a proposé d'emblée de faire une TEP IRM
Vous avez remarqué que Emmanuel a beaucoup parlé à chaque fois des séquences de diffusion. C'est un vrai parti pris qu'on a pris, de simplifier au maximum. Aurélie l'avait dit tout à l'heure, Marie-Odile aussi, de simplifier les séquences, et Anne aussi. Voilà, il faut arriver à ne pas avoir 12 millions de séquences à regarder. Et quand on réfléchit, en fait, et je dois dire que c'est un vrai bonheur, d'ailleurs, je fais une aparté, mais c'est un vrai bonheur de retravailler à plusieurs médecins ensemble en imagerie. Les chirurgiens connaissent ça par cœur, mais on a oublié ça dans une tendance productiviste qu'on est, où on doit être un devant chaque écran, et on a oublié à quel point il y a un vrai bénéfice à pouvoir prendre du temps ensemble, de travailler ensemble les images. Aparté fermé, et donc on s'était dit il y a des séquences dont on peut se passer, et clairement aujourd'hui en oncologie digestive, avec vraiment le potentiel maintenant des séquences de diffusion, une séquence T2 anatomique standard pour moi n'a plus aucun intérêt et doit être remplacée par des séquences de diffusion à faible valeur de B, ce qui permet de gagner quand même du temps d'acquisition et de faire que d'emblée nos patients, on les explore avec la cartographie Dixon, la diffusion corps entier, ça c'est le standard du corps entier, et ensuite on peut rentrer dans des séquences complémentaires par organe. Donc chez ce patient-là, sur les séquences de diffusion, on retrouve cette adénomégalie interdudénopancréatique qui avait effectivement une captation du FDG très importante. Et sur l'examen post-GADO, on retrouve également une prise de contraste périphérique, un centre un peu plus nécrotique de ce ganglion, on le voit très bien, y compris sur les coupes coronales. Et ce qui est très intéressant, c'est que sur ces pas d'acquisition un peu plus tardifs, et notamment d'une séquence T2AST acquise un peu tardivement, on constate plusieurs choses. D'abord, effectivement, on constate l'hyperfixation, et puis vous voyez qu'en intrahépatique, on est attiré par une toute petite lésion millimétrique. Mais rassurez-vous, on l'avait aussi vu sur les séquences d'IRM, peut-être aussi très facilement, avec une lésion intrahépatique en diffusion restreinte avec une prise de contraste périphérique qui était confirmée comme étant malheureusement une métastase hépatique d'une récidive très tardive de l'adénocarcinome vésiculaire, le ganglion aussi étant une récidive de l'adénocarcinome vésiculaire très tardive. Voilà, c'est quelques cas pour illustrer. Encore une fois, on est en work in progress. Je crois que le point fort, et vraiment le message, c'est qu'on est vraiment dans une collaboration à la fois en soins, en recherche, en enseignement. Et je crois que c'est le message clé. Et dans le développement de ces machines, je pense que c'est le primum novum, c'est le prérequis indispensable. Alors nous, on a conçu cette machine comme étant une optimisation du parcours de soins, encore une fois, en redisant que ça ne doit pas amener un examen complémentaire derrière. Si ça l'amène, c'est qu'on n'est pas allé au bout de l'optimisation TEP et IRM. Et puis que, comme toute innovation technologique, ça débouche sur d'autres modifications des organisations. Organisation de la prise en charge avec une articulation imagerie médecine nucléaire qui est encore plus proche. On a parlé de systèmes de risque communs, peut-être un jour à terme, en tout cas de partage d'informations, de partage des demandes et d'échanges lors des acquisitions d'images et lors des RCP. Deuxièmement, vous savez que tout ça se fait finalement dans une organisation qui évolue avec la réforme du 3e cycle et avec, dans le respect complet des pleines spécialités, l'encouragement vers des stages couplés pour les plus jeunes, et j'en vois dans la salle. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et puis troisièmement, ça pose quand même des questions. Le premier, c'est le mode de financement des équipements innovants. Est-ce qu'il faut justement avoir des budgets suffisants pour faire ça? Et je dirais que c'est vrai que c'est du champagne, la TEP IRM. Mais quand on réfléchit bien, c'est quoi l'intérêt de mettre encore un scanner avec une TEP? Je veux dire, en dehors du prix, quel est l'intérêt de mettre un scan? Voilà, c'est plutôt l'inverse qu'il faudrait faire. Et ça, c'est une question d'ordre industriel et de stratégie commerciale. C'est quand est-ce qu'on aura des appareils qui seront à un coût équivalent. Et je suis sûr que si vous aviez des appareils à coût équivalent, vous seriez tous, comme nous, à prendre des TEP IRM, au moins dans un parc de plusieurs appareils. Voilà, ça c'est un point de vue individuel. Et puis derrière tout ça aussi, c'est les partenaires industriels. Parce que je pense qu'aujourd'hui, notamment du fait du coût des machines, on ne peut pas concevoir ça de façon isolée. Et on doit le concevoir dans le cadre de partenariats avec des co-développements de séquences, avec des co-développements de choses, sans être aussi ambitieux que ce que nous a montré M. El Fakhri, parce qu'on n'en a pas la prétention ni les capacités, mais au moins de pouvoir co-développer des choses et de faire en sorte qu'on construise des vraies séquences optimisées à partir de séquences constructeurs. Voilà, merci beaucoup. Pour cette présentation sur un retour d'expérience, certes jeune, mais prometteur. Une seule question pour pas qu'on se mette trop en retard. Oui. Sur l'optimisation du parcours de soins, je voulais rebondir là-dessus parce que généralement, on a besoin de 2 examens de radiologie, que ce soit un scanner et une IRM. On les a jamais, même on n'hésite pas à faire un patient sur 2 journées d'intervalle pour des raisons de cotation. Deuxièmement, quand on voit les délais qu'on a pour avoir des TEP, TDM et des IRM, en règle générale, ça prend pas mal de temps. J'imagine que les délais vont être monstrueusement augmentés
doit faire des tests IRM en un seul examen. La question pour moi est, est-ce que dans votre expérience, ou est-ce que vous avez des publications que vous connaissez, est-ce qu'il y a un réel bénéfice dans la prise en charge diagnostique du patient pour la plupart des tumeurs qu'on investit, c'est-à-dire le sein, le côlon, le poumon, qui sont quand même, je ne parle pas de l'ORL, on en a parlé tout à l'heure, mais est-ce que dans votre expérience, est-ce que vous avez des publications qui montrent clairement la supériorité de la tête IRM sur la tête TDM? Oui, ben dans certaines indications, il y a effectivement des publications qui montrent la supériorité, mais là, c'est pas tout à fait ça la question. Nous, on a choisi justement des pathologies pour lesquelles, des patients pour lesquels l'ATEP et l'IRM étaient de toute manière indiqués. Donc, ils les auraient eu de toute manière. Ils les auraient eu en imagerie médicale pour l'IRM, ils l'auraient eu chez nous pour l'ATEP ou ailleurs, hein, même en ville. Et là, on propose donc de les faire les deux en même temps. Hein, ça, c'est le constat de départ. Ensuite, en ce qui concerne les études de coût, enfin coût-bénéfice, pour l'instant, il n'y en a pas encore. Hein, et au contraire, on a été en quelque sorte mandaté par l'ARS de se pencher sur la question. Alors nous, on va prendre comme modèle, par exemple, le CHC, le cancer du foie, sur lequel bon, on a un parcours qui est bien défini actuellement, avec souvent une multiplication d'examens quand même, des contradictions entre les imageries qui se résolvent en RCP. Là, on va les orienter d'emblée vers la TEP-IRM et puis on regardera si effectivement les délais de prise en charge sont plus rapides, si les inscriptions sur liste de greffe sont plus rapides, plus nombreuses ou moins nombreuses, on ne sait pas, hein, ça va dépendre. Et ça va dépendre des résultats. Et donc s'il y a un gain aussi en termes de coût qui peut justifier effectivement l'achat de ces machines. Donc la machine, je tiens à le rappeler quand même, a été quasiment intégralement financée par l'assistance publique des hôpitaux de Paris, dans un contexte en plus assez contraint. Mais c'est vrai que le projet est porteur et je pense qu'on arrivera à démontrer des choses en optimisation du parcours de soins. Ok, merci encore.